Reporter Bénémonde a initié cette série d'émissions Bilan Commission pour appréhender le travail législatif abattu par les commissions parlementaires. Eh bien, après les 4 premières, aujourd'hui, nous faisons le point avec la commission de la Défense et des Relations extérieures, présidée par l'honorable Rachidi Bedamassi. Bonjour, honorable. Bonjour, cher ami journaliste. Comment vous allez? Ça va, ça peut aller. Alors, présentez-nous un peu la commission de la Défense et des Relations extérieures. Merci encore une fois de plus. La commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, communément appelée commission numéro 5, ou C5, dont j'assure la présidence, composée de 13 députés, un bureau de 5 membres élus par les pairs, à savoir un président, un vice-président, le premier rapporteur, le deuxième rapporteur, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà à peu près. Et la commission des relations extérieures est saisie pour tous les projets ou propositions de loi relatifs aux relations extérieures, à la coopération, aux traités et accords internationaux, à la défense, à la sécurité, au statut des étrangers résidant au Bénin, et j'en passe. Et généralement, c'est une commission qui est saisie au fond. Et aussi, parfois, nous donnons aussi les avis. Voilà. Alors, en un an, la commission a étudié et fait adopter 15 dossiers de loi. Au niveau de la loi portant modification de la loi sur la création des forces armées, dites-nous, honorable, quelles sont les modifications qui y ont été apportées? Bon, pour revenir à votre question, je m'en voudrais de ne pas vous expliquer que la commission a appuyé dans ses travaux par 5 cadres supérieurs appelés assistants. Maintenant, pour revenir à votre question, 15 dossiers ont été affectés à la commission C5. Quant au fond, parmi ces dossiers les plus importants ayant sollicité de nous des efforts intellectuels et psychologiques que physiques, concernant les lois sur les statuts des forces et de défense et de la sécurité. En effet, ce sont des lois qui donnent une tournure à la carrière des hommes en uniforme. C'est au regard de cette sensibilité que nous avons d'abord organisé des séminaires, des ateliers d'appropriation par des députés avec la participation des différentes catégories de chaque corps, à savoir les forces de sécurité et de la défense, et la police, la douane et les eaux, forêts et chasses. Donc, après ce préalable que nous sommes allés en commission, puis en plénière. Pour nous, on ne peut pas faire la loi, même si la Constitution nous permet de légiférer, de voter, et on a quand même voulu associer les ayants droit. Et c'est ça qui nous a permis de faire vraiment ces ateliers d'appropriation pour mettre tout le monde, les acteurs, au même niveau d'information. Et pour ne pas dire que le Parlement est un Parlement dictateur. Voilà. Alors, honorable, sur la loi portant organisation de la protection du secret, défense sans trahir de secret, pouvez-vous nous parler de cette loi? Vous savez, la commission de sécurité et de la défense que j'ai l'honneur de présider est vraiment une commission technique où parfois nous sommes assurés par des obligations de réserve, parce qu'en ce qui concerne la défense et la sécurité, vous savez, la commission C5 n'est pas comme les autres commissions. Vous savez, la loi sur le secret de la défense nationale, c'est une loi qui a été adoptée le 30 juillet 2020. Et comme son nom l'indique, elle a pour objectif d'assurer la sauvegarde de toutes les informations visant les intérêts vitaux de la nation dans tous les domaines.
Cette loi prévoit désormais des sanctions pénales en cas de violation des dispositions y prévues. Donc, la Commission sécurité de la défense a voulu cadrer toutes ces dispositions juridiques. Et c'est ce que nous avons fait, madame. Vous n'en direz pas plus. Pas plus. Alors, la loi relative à la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports et à la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou-Niamey aussi a été revue. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les implications de cette dissolution et revenir quand même, honorable, sur les débats qui ont eu lieu en commission lorsque vous avez voulu prendre cette loi pour la dissolution de... Bon, vous savez, le Bénin, le gouvernement respecte beaucoup la souveraineté des autres pays. Et je pense que aussi, réciproquement, il faudra le respect de la souveraineté de chaque pays. Surtout, nous sommes à l'ère de l'intégration sous-régionale. Le Parlement a effectivement adopté en sa séance le 30 juillet 2020 la loi portant autorisation de ratification de l'accord relatif à la dissolution de l'OCBN. Cet état de choses, de toute évidence, n'est pas resté sans commentaire. En effet, les députés ont soulevé des préoccupations dont l'essentiel est relatif à la situation contractuelle entre le Bénin et le Niger. Et la situation contractuelle entre le Bénin et les sociétés Bolloré et Pétrolin, aux dispositions relatives à la préservation de la carrière des personnels de l'Est-OCBN, de leur situation salariale après signature de l'accord. Vous savez, les explications du gouvernement ont permis de lever ces équivoques dans la mesure où la société co-contractante a décidé de préserver les emplois de ses agents. Toutefois, les députés ont recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures juridiques et judiciaires adéquates pour éviter à l'État béninois des condamnations exorbitantes et inattendues. Et avant le vote de cette loi, la Commission des relations extérieures, de la sécurité et de la défense a fait des recommandations en toute responsabilité. Parce que vous savez, l'expérience a prouvé que la plupart des sociétés ont bâti leur fortune sur la base des procès fantaisistes. Ils ont la plupart bâti leur fortune sur des procès. Il suffit seulement d'avoir un contrat avec l'État, même si le contrat va dans le sens, c'est-à-dire même si le contrat est en défaveur de l'aspiration du peuple, au finish, ces sociétés saisissent la justice. Et la plupart, l'État est toujours condamné à des milliards de francs CFA. Alors quand vous prenez des sociétés comme Bolloré, Pétrolin, c'est des structures organisées qui ont un conseil juridique béton. Alors nous, au niveau de la commission, nous avons fait ces recommandations. Parce que qui veut aller loin, maintenant c'est moitié. Et je pense que la commission a tenu à l'inscrire dans les recommandations, tant en commission qu'en plénière. Donc je pense que nous avons joué notre partition en tant que commission technique. Et je pense qu'il revient maintenant au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités, surtout en matière juridique, judiciaire. Ok, merci.
En commission 5 aussi, il a été travaillé la loi portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à l'émission parce que la commission en matière de sécurité et de la défense, c'est une commission très sensible. Et quand vous avez affaire à des hommes en uniforme, il faut vraiment réfléchir avant de parler devant les caméras. Bon, ceci étant dit, en tant que représentant du peuple, en tant que produit du peuple, nous avons l'explication de rendre compte au peuple. Parce que l'armée, qu'on le veuille ou pas, l'armée est au service du peuple. Notre armée, elle est républicaine. Donc, la loi portant statut des personnels des forces armées béninoises adoptée le 23 juin 2020 comporte 185 articles répartis en 10 titres. Les innovations majeures et apportées concernent l'organisation hiérarchique, les conditions de recrutement et les conditions d'avancement. Dans l'organisation hiérarchique, de nouveaux grades ont été créés. Les grades de caporal-major, sergent-major, capitaine-major et colonel-major. Dans les conditions de recrutement, les diplômes requis sont dorénavant le BPC pour les hommes du rang, le bac pour les sous-officiers et la licence pour les officiers. Pour les avancements, les conditions d'ancienneté et de diplôme ont été également modifiées. Il est important de préciser qu'en ce qui concerne ce statut, un projet de loi modificative a été transmis à l'Assemblée nationale, qu'il a adopté au cours de sa séance le 30 juin 2020. La dite modification concerne essentiellement les conditions de recrutement. En l'espèce, les enfants ou anciens enfants de troupes sont désormais prioritaires dans les recrutements. La plénière et la commission ont vraiment insisté sur ce volet-là. Et ça a été l'objet. Est-ce que ce volet-là n'est pas un peu discriminatoire? Pourquoi prioriser les enfants de troupes? Parce que les enfants de troupes ont reçu des formations militaires. Et ces enfants de troupes-là ont appris à manipuler l'arme. Donc, c'est une avancée militaire, technique. Alors, donc, je pense que c'est une discrimination positive. Alors, donc, à la question de savoir si ce statut est plus conséquent que ce qu'il était, je répondrai par l'affirmative. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement béninois, à travers son programme d'action, a placé la défense et la sécurité dans ses programmes, dans ses priorités. Son souci est d'une part de disposer des forces de défense physiquement, intellectuellement et professionnellement aptes à affronter les nouveaux défis sécuritaires et d'autre part d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Si vous lisez ce statut entre les lignes, vous constatez qu'il est exactement dans ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la sous-région est confrontée par beaucoup de problèmes. Nous sommes aujourd'hui, le Bénin a comme voisin, bon, pour ne pas appeler les noms, des pays qui sont menacés par le terrorisme. Alors je pense que nous devons moderniser notre armée et en tenant compte de la réalité sécuritaire sous-régionale. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Et la commission, qui est une commission purement technique, nous avons apporté notre expertise et pour accompagner le gouvernement et le Parlement en toute responsabilité, a doté le gouvernement
de ces outils-là pour faire face vraiment au problème de l'insécurité nationale et sous-régionale. Une proposition de loi portant recours au système de vidéosurveillance en République du Bénin est dans vos dossiers en instance honorable. Dites-nous, avez-vous déjà commencé les travaux et qu'en sera-t-il? Ça voudra dire que tout le monde sera désormais surveillé? Nous ne sommes pas dans un état policier ou gendarme. Et justement, en instance, nous avons comme dossier la proposition de loi relative au recours du système de vidéosurveillance en République du Bénin. Et le projet de loi portant autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. S'agissant de la loi sur la vidéosurveillance, il faut affirmer que les travaux en commission avaient débuté entre-temps, mais ont été suspendus en raison de défauts d'harmonisation du point de vue des deux ministres représentant le gouvernement, à savoir le ministère en charge de l'Intérieur et celui en charge du numérique. Alors, pour éviter ce conflit d'attribution, la Commission est donc dans l'attente et espère que cette harmonisation se fera sous peu afin que les travaux reprennent. Ça, c'est une organisation interne au niveau du gouvernement et nous ne voulons pas faire l'émission. Il faut que ces deux ministères s'entendent pour permettre à la Commission d'avancer. Quel était le point de divergence, on pourrait le savoir? Vous savez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect numérique. Okay. Alors, le ministre de l'Intérieur priorise l'aspect sécurité. L'autre dit non, c'est la vidéosurveillance, il y a l'aspect numérique. Alors, donc, c'est une organisation interne au niveau du gouvernement. De toute façon, on entend. Dans les jours à venir, s'ils ne réagissent pas, nous allons les relancer. Bon, donc je pense que le gouvernement est tellement responsable. Je crois que dans les jours à venir, ils vont trouver une solution pour permettre à la Commission de reprendre les choses à main. Voilà. Alors, à l'entame de cette émission, honorable, vous avez dit que la 5e commission est une commission généralement saisie pour le fond également, pour avis. On va faire un retour en arrière pour vous demander quel était l'avis de la commission 5 sur la loi portant statut de l'opposition. Bon, c'est compliqué, mais je pense que vous savez, dans la pratique parlementaire, là où les commissions saisies pour avis travaillent, souvent en collaboration avec celles saisies quant au fond. Lors des travaux en commission, ce qui fait que des commissions ont généralement les mêmes avis. Au vu de ces explications, Madame la journaliste, vous comprenez avec moi que la C5 a émis un avis favorable pour l'adoption des lois citées. Donc, nous sommes en démocratie, et la démocratie plurielle, où le droit de l'opposition est un droit constitutionnel, et je pense que vraiment, dans les jours à venir, je pense que ça deviendra une réalité. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Même si la commission C5 est saisie pour avis, mais c'est la commission des lois qui est saisie quant au fond. Quant au fond. Voilà. Donc Et vous comprenez que généralement c'est rare, par rapport à la pratique parlementaire, c'est souvent rare de voir la commission saisie pour avis contredire la commission saisie pour la question de fond. Pour la question de fond. C'est souvent rare. Bon, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, parce que chaque commission est autonome. Mais dans ce cas, ce n'est pas arrivé. Et pour le moment, ce n'est pas arrivé. Alors, honorable, de la loi portant financement public des partis politiques, quand on sait que, quel était l'avis de la commission 5, quand on sait que le Parlement est quand même un haut-lieu de politique et que les pratiques anciennes étaient autres que ce que vous proposez aujourd'hui. Quel était l'avis de la commission 5? Vous savez,
et qu'on le veuille ou pas, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. Les réformes sur le système partisan, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, a des innovations, a changé de vieilles pratiques. La corruption politique, la corruption électorale, aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui de 200 partis politiques, nous sommes devenus à presque à 5 à 9. Ça, c'est de l'innovation. C'est les avantages des réformes sur le système partisan. C'est très important. Aujourd'hui, pour éviter la corruption électorale, je pense que la politique, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Une mission égale les hommes et les moyens. Parce que quand vous prenez quelques exemples, la plupart des leaders politiques ont des sponsors. Et la plupart de ces sponsors, c'est les hommes d'affaires. Un homme d'affaires qui vous sponsorise, une fois que vous venez aux affaires, vous êtes obligé de faire sa volonté. D'où la nécessité que l'État met les moyens pour les partis politiques, pour animer la vie politique, pour organiser les partis politiques. C'est pour mettre à l'abri ces partis politiques-là, vraiment des besoins de la corruption. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'homme politique, en tant que leader politique, on ne peut qu'encourager le gouvernement à mettre rapidement ce financement-là dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est aussi une manière de lutter efficacement contre la corruption électorale. Est-ce que dans la pratique, en tant qu'homme politique, ça ne vous coupe pas un peu le bras? Vous savez, un acteur politique digne de ce nom doit privilégier l'intérêt général. À partir du moment où l'intérêt général est privilégié, alors l'intérêt personnel, égoïste, des intérêts inavoués, inavouables, sont mis de côté. À partir du moment où nous sommes représentants du peuple, élus du peuple, je pense que nous devons encourager ces réformes-là. Et je pense que ces réformes-là luttent contre tout ce qui est individualité. C'est très important. En tant qu'homme politique, vous devez être du côté du peuple. Une fois que le peuple vous choisit, les instants politiques sont obligés, les dirigeants politiques sont obligés de vous choisir. Sinon, les conséquences, c'est à travers les unes. Moi, je pense même que il fallait même ça. Je pense que ça dépend de ce que nous recherchons. Si c'est pour l'intérêt du peuple, je pense que ces réformes-là sont vraiment à saluer. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous, sur la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des législatives d'avril 2019, quel était l'avis de la Commission? Vous savez, on ne peut pas diriger dans la peur. Le peuple béninois est un peuple mature, un peuple qui ne veut pas la guerre. Et quand vous consultez le peuple, la méthode populaire, l'aspiration du peuple, c'est que le peuple béninois est un peuple épris de paix et de justice. Alors, ce peuple ne veut pas la guerre. Et c'est le peuple qui a voulu de cette pratique. Le peuple a voulu, après les élections, la paix. On ne peut pas diriger un pays dans l'arène permanente. Vous voyez ce que se passe ce que se passe aujourd'hui au niveau de la sous-région. Le Bénin fait école.
je ne veux pas appeler un pays, mais regardez au niveau de la sous-région ce qui se passe. Les conflits post-électoraux, ce que ça a engendré. Donc, le Bénin vient de donner encore les coups de la démocratie et de la paix au niveau de la sous-région. Et vous avez vu aujourd'hui, du fait que le Parlement a voté cette loi-là, vous avez vu que ça a complètement chuté la fièvre. Et ça a permis aux dirigeants de reprendre les contents, de reprendre les négociations aujourd'hui. Et la que vous avez vu aujourd'hui, les forces de point Bénin émergents animent véritablement la vie politique. Aujourd'hui au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Il n'y a pas de prisonniers pour délit d'expression. Aujourd'hui, chacun est libre. Et moi, je vois souvent où le chef de l'État est interpellé de gauche à droite, sans être inquiété. Donc moi, je pense que vraiment, c'est en toute responsabilité que le Parlement béninois a voté cette loi-là dans le sens de l'intérêt général et dans le sens de la préservation de la paix et le renforcement de l'unité nationale. Donc à travers ce vote, le Parlement béninois vient de renforcer encore une fois l'unité nationale. De toute notre émission, j'ai quand même fait une observation honorable. J'ai remarqué que l'aspect relations extérieures a été un peu le parent pauvre de la commission pour la première année. Est-ce que pour les prochaines années, vous allez mieux travailler sur cet aspect-là de la commission? Bon, vous savez, cette pandémie, oui, vous savez, malheureusement, cette pandémie sauvage a bouleversé le programme de la Commission des relations extérieures, parce que déjà, lorsque nous avons pris les rênes de cette commission, nous avons pris contact avec certains diplomates, certaines représentations, la Chine, les Turcs. On voulait finir par les États-Unis, la France et consorts. Et même au niveau de notre commission, nous avons déjà même reçu l'invitation de la commission des relations extérieures du Parlement chinois. Okay. Et où au moins 11 députés devaient voyager. On était entendus en Chine et on en a même déjà reçu l'invitation. Mais malheureusement, cette pandémie sauvage a freiné l'élan en matière de la coopération extérieure et les efforts de la Commission. Et cette pandémie-là a freiné nos commissions. Bon, nous prions Dieu Tout-Puissant que Dieu puisse éradiquer cette pandémie sauvage afin de nous permettre de relier le Parlement béninois aux autres parlements de la sous-région et du monde entier. Donc, vous savez, notre raison d'être même, c'est le pragmatisme. Et nous, au niveau de la commission, nous voulons faire la part des choses au niveau de la sécurité et de la défense, au niveau des relations extérieures. Alors, donc, je pense que c'est cette maladie, cette pandémie qui a freiné complètement nos actions. Sinon, déjà, nous avons reçu déjà pas mal de propositions, que ce soit au niveau du Parlement chinois, au niveau du Parlement allemand, tout ça là. Nous avons quand même reçu beaucoup de choses. Il y a même des séminaires que nous voulons participer, mais à cause de cette pandémie, ça a vraiment joué sur la vision, sur l'action vraiment de la commission C5 que nous avons l'honneur de présider. Honorable Damassi, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Je voudrais humblement, avant tout propos, remercier la chaîne de télévision Reporter Bénin Monde. J'ai remarqué que c'est une chaîne composée de jeunes, de talents. Je remercie votre personnel
dont les éminents journalistes, dont vous-même, madame, dont le rôle est un sacerdoce. Je suis content de voir quand même les jeunes. Ça veut dire que vraiment la relève est assurée. Et je voudrais ensuite porter la connaissance des Béninois que la commission numéro 5 fait toujours preuve de finesse, d'efficacité, de célérité dans le traitement des dossiers à elle affectés. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les collègues députés, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, qui nous a toujours soutenus et qui continue par nous faire confiance. Parce que le Parlement béninois est dirigé par un grand officier, un officier supérieur, les plus anciens en ce moment. Alors donc vraiment, si nous avons reçu au niveau de nos commissions, c'est d'abord grâce aux députés, mais grâce au soutien personnel du président de l'Assemblée nationale, que je remercie au passage. Je vous remercie. 15 dossiers de loi travaillés au sein de la 5e commission, la commission de la sécurité, de la défense et des relations extérieures. Nous avons fait le point d'une année dans cette émission Bilan Commission avec le président de la dite commission, l'honorable Rachidi Bedamassi. De bonnes innovations étaient contenues dans les lois qui ont été votées, modifiées et autres. Et le compartiment relations extérieures a été un tout petit peu plombé par la crise au coronavirus. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Oui.